Monsieur Laurent Simon, qui est professeur à l'Université du Mans, et Monsieur Roberto Longo, qui est maître de conférence ici à l'ESEO également, et moi-même, Régine Bouquin-Jeunesse, professeur à l'Université de Rennes. Je vous laisse nous présenter votre travail sur l'analyse et le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil à l'aide des sondes trachéo. Vous avez environ 45 minutes de présentation, à la suite desquelles nous aurons sans doute quelques questions à vous poser. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury qui ont accepté d'évaluer mes travaux de thèse. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont accompagnée au cours de ces 4 années de doctorat. Je vais donc vous présenter mes travaux sur l'analyse et le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil à l'aide des sons trachéaux. Ces travaux ont été encadrés donc par Laurent Simon, professeur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, et Roberto Longo, professeur au groupe ESEO Loma. Ces travaux ont été financés par l'entreprise Sidelec, pour qui ils sont destinés. Donc, l'entreprise Sidelec développe des dispositifs de diagnostic des troubles du sommeil et un des capteurs phares est le capteur Pneavox. Ce capteur comprend un microphone analogique que l'on pose sur la trachée et qui enregistre les sons trachéaux sur lesquels mes travaux ont porté. Ce capteur a vu aussi le jour grâce aux travaux de recherche du laboratoire du sommeil du CHU d'Angers en collaboration avec l'ESEO il y a plus de 30 ans. Quelques collaborations, le partenariat entre Sidelec et l'ESEO initié depuis l'origine de Sidelec se traduit désormais par une chaire commune dénommée Pépite. D'autre part, depuis 2019, le ESEO et le CHU sont partenaires dans le cadre de la Maison de l'ingénieur en santé. Je n'oublie pas le LOM qui a contribué à plusieurs reprises à l'amélioration du capteur acoustique et les liens avec le ESEO sont importants puisque certains enseignants-chercheurs sont aussi membres du LOM. Alors avant de développer les objectifs, regardons un peu le contexte. Voici un dispositif proposé pour un diagnostic complet des troubles du sommeil. Alors, mes travaux n'ont porté que sur les troubles respiratoires du sommeil, dont le syndrome d'apnée du sommeil est l'affection la plus courante. Donc, pour étudier la ventilation, les capteurs importants vont être la lunette nasale, les sangles abdominales et thoraciques, le capteur oxymètre qui donnera aussi une information sur le taux d'oxygène dans le sang. Donc la lunette nasale permet d'avoir accès au flux nasal, c'est-à-dire au débit, et on en déduira donc des événements respiratoires tels que l'apnée qui représente un arrêt de la respiration de plus de 10 secondes et l'hypopnée qui représente aussi pour plus de 10 secondes une baisse significative de la ventilation. Les sangles vont permettre aussi d'observer le mouvement de la respiration, mais dans certains cas, elles pourront nous montrer les efforts respiratoires. D'autres capteurs sont importants, comme la connaissance de la fréquence cardiaque par le CG ou encore les micro-éveils qui seront détectés par l'électrode EEG. Bon, cet ensemble de capteurs, quand même, avouons-le, n'est pas idéal pour trouver le sommeil. Donc la problématique est un peu la suivante. Les sons trachéaux permettent-ils à eux seuls le diagnostic des troubles respiratoires? Donc, précisons un peu les objectifs. 2 objectifs principaux. Le premier est d'utiliser le capteur seul en espérant pouvoir réaliser un appareil de dépistage simplifié ou un appareil finalement de suivi thérapeutique avec toute une liste ici de problématiques comme la reconnaissance bien sûr des événements respiratoires nécessitant au préalable la détermination des pauses et phases respiratoires, l'estimation de la fréquence cardiaque, la caractérisation des résistances des voies aériennes supérieures. Alors attention, ici, c'est des résistances mécaniques. Et les voies aériennes supérieures comportent la cavité bucco-nasale, le pharynx et le larynx. La recherche du site d'obstruction, qui est en fait de rechercher le lieu où le passage de l'air est bloqué. Donc le deuxième objectif, le capteur son vient compléter les autres capteurs et affiner finalement les informations afin d'aider au choix thérapeutique.
Donc, je commencerai au niveau du sommaire par décrire brièvement le contexte clinique, puis je présenterai les 3 études distinctes correspondant aux problématiques exposées précédemment, donc à savoir l'algorithme de détermination de la fréquence cardiaque, un algorithme de détermination des phases inspiratoire et expiratoire que j'appellerai INSPI-EXPI, une étude expérimentale des voies aériennes supérieures que j'appellerai VAS, puis une conclusion générale et perspective. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, alors même le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, que j'appellerai SAS, est le principal trouble des troubles respiratoires, même si sa prévalence est difficile à estimer. Sinatra, dans sa revue, l'estime entre 6 et 17% de la population adulte, voire plus de 49% dans les âges avancés. Donc, les principaux facteurs aggravants sont l'âge, le sexe masculin et l'obésité. Donc, les comorbidités sont importantes, hypertension, problèmes cardiovasculaires, diabète, AVC, vieillissement cérébral. Les symptômes sont nombreux, mais pas nécessairement tous présents. Par contre, le ronflement, il figure quand même en bonne position. Donc, en fonction de l'évaluation clinique réalisée par un médecin spécialiste du sommeil, le diagnostic proposé sera soit une polygraphie ventilatoire dans le cas d'une suspicion avérée d'un SAS, ou alors une polysomnographie dans les cas plus complexes. Donc la polysomnographie est un examen plus complet comportant les capteurs de la polygraphie ventilatoire, plus les voies électrophysiologiques permettant une connaissance approfondie du sommeil. C'est un enregistrement nocturne d'une durée au moins 6 heures et qui peut se faire à domicile. Pardon. Voilà. Donc, de nombreuses pathologies, je n'en citerai que 2. Donc, la principale, SAS. L'apnée obstructive est provoquée par le relâchement des muscles entourant le pharynx. Et comme sur la vidéo, vous allez voir l'affaissement de la langue qui vient obstruer la trachée. Donc, le passage de l'air est bloqué. Ceci dit, un système d'alerte se déclenche alors dans le cerveau, provoquant un micro-éveil afin de réactiver les muscles dilatateurs du pharynx et de reprendre la respiration. Le patient n'a pas conscience de ces micro-éveils qui sont la cause d'une fragmentation du sommeil et d'une grande fatigue diurne. Au contraire, l'apnée centrale, le syndrome d'apnée centrale, il n'y a pas d'effort respiratoire, c'est un arrêt de la commande respiratoire par les centres nerveux et d'ailleurs les voies aériennes supérieures peuvent rester ouvertes. Pour mesurer le niveau de sévérité, on prend la composante la plus importante entre l'IAH et la somnolence. Donc l'IAH, c'est le nombre moyen d'apnée-hypopnée par heure de sommeil. Une somnolence sévère sera par exemple un épisode d'endormissement pendant une conversation ou toute action quotidienne. Au niveau des traitements, la PPC est le plus courant. Ce traitement repose sur l'administration d'air en pression continue qui vient donc écarter les parois du pharynx. Elle est efficace mais nécessite le port d'un masque relié à une machine pendant toute la nuit. Autre possibilité, l'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est un appareil amovible moulé sur les mâchoires du patient qui se porte la nuit et permet d'avancer la mâchoire de quelques millimètres. Elle est réservée aux apnées modérées. Alors d'autres techniques très récentes sont basées sur l'excitation du nerf innervant les muscles responsables de l'ouverture des VAS. Et enfin, dans de rares cas, une chirurgie est proposée à des patients présentant des anomalies anatomiques telles que des très grosses amygdales ou une petite mâchoire. Et d'autres traitements aussi, on passera. Donc, je vais passer sur la détermination de la fréquence cardiaque, l'algorithme de détermination de la fréquence cardiaque. Donc, ici, un exemple au cours d'une apnée. On va distinguer les deux sons cardiaques B1, B2 au cours d'un cycle B1, B1. Donc, au cours d'une apnée, et bien évidemment, il ne respire pas, donc on entend le cœur. Voilà, donc ces sons trachéaux que j'appelle encore sons bruts
sont en fait enregistrés dans un module annexe du polygraphe et polysomnographe, et ce uniquement au laboratoire du sommeil du CHU d'Angers. Donc, ils sont pour fréquence d'échantillonnage 4 kHz et sont codés sur 16 bits. Donc, l'intervalle B1-B1 correspond au cycle cardiaque et est égal au niveau temporel à l'intervalle RR trouvé par le CG. De cet intervalle, évidemment, en secondes, on en déduira la fréquence en battements par minute. Donc, une seconde donnera 60 battements par minute. Ici, les propriétés temporelles et fréquentielles des sons, ce sont des sons plutôt basse fréquence avec une durée maximale de 150 millisecondes. Alors, autant on les entend dans une apnée, autant ici dans un ronflement ou au cours d'une respiration bruyante, ça va être plus compliqué. On l'aperçoit quand même à la fin, ici. Voilà, donc on aperçoit ici fin de l'expiration, puisque ce sont des ronflements inspiratoires. On aperçoit ici le cycle cardiaque. Donc, l'algorithme va nécessiter 2 étapes. Une première étape de débruitage et filtrage et une détermination de l'intervalle B1-B1. Dans l'état de l'art, nous avons retenu les 3 principaux articles de détermination de la fréquence cardiaque à partir des sons trachéaux dans un environnement bruité. Et pour débruiter ici, le filtrage consiste à ne garder que les basses fréquences du signal jusqu'à 150 Hz pour Charmas, qui sont conformes aux caractéristiques fréquentielles observées. Ensuite, il s'agit de localiser les pics du signal, donc soit directement, soit par enveloppe. Par contre, dès que le signal est trop bruité, généralement, ils enlèvent le segment et la fréquence manquante est calculée par moyennage des valeurs précédentes. Au niveau des résultats, c'est celle de Sharma qui donne les meilleures estimations sur un temps relativement long, mais les résultats sont donnés à 10%. Donc, on voit sur l'exemple ici de Sharma l'action du filtre passe-bas, la détection d'enveloppe et puis après l'extraction des pics non cohérents. Donc, pour cette première étape, il a été choisi d'effectuer le filtrage optimal afin de débruiter le signal sans l'altérer. Donc ici, l'objectif est d'enlever le bruit, la respiration, les ronflements et de ne garder que le signal utile, donc le signal cardiaque. Le filtrage optimal a pour objectif donc de trouver le meilleur filtre, c'est-à-dire celui qui permet d'obtenir une réponse YN la plus proche possible du signal désiré D2N pour une certaine séquence d'entrée U2N. On se restreint à des filtres de forme linéaire dont la sortie YN est une combinaison linéaire des entrées. Dans le cadre du filtrage optimal, on considère que la suite d'observations temporelles, UN, UN-1, UN-2, etc., est vue comme une réalisation particulière de M observation d'un processus aléatoire. Donc en pratique, on suppose que le processus est stationnaire. Le filtrage optimal donc, doit se référer aussi à un critère, et le critère usuel est l'erreur quadratique moyenne. Donc, l'erreur étant la différence entre D de n et Y de n, et donc par conséquent, le meilleur filtre linéaire est celui qui minimise l'erreur quadratique moyenne. Nous avons implémenté deux structures de filtrage optimal. La structure de filtre Noise Reduction ou réduction de bruit avec pour signal désiré donc le signal cardiaque B1, B2, les deux B1 et B2, avec la solution directe de calcul des coefficients RUU représentant la matrice d'autocorrélation de l'entrée U et PUD, le vecteur d'intercorrélation entre l'entrée U et le signal désiré D. Autre structure qui a été implantée, le filtre prédictif, mais cette fois-ci avec une solution itérative, c'est-à-dire qu'on va calculer les coefficients du filtre à partir du précédent, bien sûr de l'erreur et de l'entrée. Tout ce filtrage optimal sera suivi d'un filtrage passe-bas.
Une fois débruité et filtré, il faut donc déterminer les intervalles B1 et suite aux méthodes décrites dans l'état de l'art, différentes enveloppes ont été testées et les problèmes de pic et de gestion des pics manquants ou en surplus sont vite apparus. Donc il a été préféré l'intercorrélation qui s'est avérée une méthode bien plus performante et bien plus robuste car moins sensible au bruit. Donc l'intercorrélation entre les deux signaux, ici les fenêtres I et I plus 1, permet de déterminer le décalage en recherchant le maximum de vraisemblance entre ces deux fenêtres. Alors, des correctifs sont néanmoins nécessaires puisqu'il faut faire glisser les fenêtres afin de s'assurer au mieux de ne pas copier le motif B1, B2. La taille de fenêtre peut également s'ajuster. Pour les résultats, nous avons sélectionné 16 patients plutôt ronfleurs et comme estimer la fréquence cardiaque dans une zone de respiration calme ou dans l'apnée est nettement plus aisée que dans un ronflement, il a été décidé de diviser les sons trachéaux en classes par rapport à la puissance du signal son trachéal. Donc la classe P1 représente une classe très très calme, apnée ou période très calme sans ronflement. Et par contre P1, P4, des ronflements vraiment très bruyants et ininterrompus. Donc, la comparaison, la référence utilisée est la fréquence cardiaque instantanée calculée à partir des signaux ECG et les critères de comparaison sont le taux d'accord à plus ou moins 3 BPM, ce qui donnera environ 5%, et puis le RMSE. Donc, on a étudié les résultats pour les 3 filtrages suivants, le passe-bas, le noise reduction plus passe-bas et filtre prédictif plus passe-bas. Avant de donner les résultats, voici l'aspect qualitatif des filtrages sur un ronflement. Donc, là, pour le petit A, donc le ronflement avec un signal B1, B2 caché dedans. Le filtre passe-bas distingue à peine le motif B1, B2. Ici, c'est le filtre noise reduction qui permet de montrer le meilleur motif B1, B2. Par contre, son amplitude est très, très faible. Donc, le meilleur compromis va être pour le filtre prédictif, où effectivement, on voit ici nos deux pics noyés encore dans un peu de bruit. Mais on les voit. Et avec une amplitude correcte. Donc, au niveau des résultats, ils sont classés en fonction de la puissance et du filtre choisi. Donc, comme attendu, les résultats sont très bons pour la classe P1 et ont diminué au fur et à mesure des classes que plus le signal est bruyant. Donc, on obtient quand même les meilleurs résultats pour le filtre LMS et suivi du passe-bas, avec 89,3% pour la dernière classe. Une petite déception pour le filtre réduction de bruit liée à plusieurs facteurs, dont un est la taille de la fenêtre choisie. Donc, voici pour le résumé, je répète, filtrage optimal suivi d'un filtrage passe-bas, détermination de la fréquence cardiaque par intercorrélation et on a trouvé entre 89 à 98,1 à plus ou moins 3 BPM pour le filtre prédictif. Ces travaux ont été valorisés par un article publié dans la revue I3E et par le dépôt d'un brevet. Donc nous allons passer maintenant à l'algorithme de détermination des pauses, phase inspiratoire et expiratoire. Voici quelques exemples de sons bruts normalisés. Donc la première fenêtre, petit a, vous allez voir une respiration calme d'amplitude très faible. La fenêtre B, vous commencez à apercevoir des ronflements qui sont ici expiratoires. Et pour la fenêtre C, vous avez des gros ronflements inspiratoires et des bruits un peu chaotiques en expiration. Donc, des formes de phases qui vont être très, très diverses avec des énergies très variables et des durées également très variables. Si on regarde un peu les représentations temporelles, temps, fréquence et fréquentielles d'un cycle respiratoire calme, on observe peu de différence dans les spectres inspi-expi pour une respiration calme. Par contre, on s'aperçoit qu'on a un minimum d'énergie, une pause relativement longue après l'expiration. Ici, par rapport à l'espace entre l'inspi et l'expi qui représente une pause plus courte. Donc finalement, au lieu d'aller rechercher les caractéristiques dans le signal inspi-expi, je suis allée chercher les caractéristiques des pauses, là où il n'y a pas de signal.
ou le minimum de signal. Au niveau de l'état de l'art, un peu éloigné sur les techniques de machine learning, puisqu'elles sont utilisées sur des données enregistrées par un microphone ambiant ou des sons pulmonaires, et en général sont réalisées sur très peu de données. Par exemple, le réseau de neurones convolutifs a été testé sur 20 patients, mais avec un jeu de test qui comprenait 120 séquences de 15 secondes. Donc, les techniques signal sont celles qui ont été réalisées sur les sons trachéaux. La meilleure, c'est celle de Kulkas, qui, sur 2 heures d'enregistrement sur 6 patients, a donné 100%. Ceci dit, l'IAH médian était égal à 4. L'IAH, je rappelle, c'est l'index d'apnée-hypopnée. Donc, voici la structure de l'algorithme proposé. Donc, comme nous allons rechercher les pauses, soit par méthode fréquentielle, soit par méthode énergétique. Et puis ensuite, nous allons les fusionner, les regrouper, les fusionner et en faire une première classification. Et pour toutes celles où sera posé des problèmes, ce qu'on appellera les phases non classées, on va utiliser un classifieur random forest. Voici pour donc la méthode A, la méthode fréquentielle. Donc à partir du spectrogramme moyenné, on va calculer la fréquence centroïde ou la fréquence moyenne, puisque la fréquence, je rappelle, la fréquence d'échantillonnage 4 kHz, fréquence de Nyquist 2 kHz. Donc une fréquence moyenne pour un bruit blanc qui correspondra aux pauses, c'est d'environ 1000 Hz. Après, à l'aide d'un seuil à fenêtre glissante, on en déduit les pauses qu'on retrouve ici. Même philosophie finalement pour la méthode énergétique. À partir ici des sons, on calcule l'intensité sonore. Alors l'intensité sonore a été calculée par 20 fois le logarithme de la valeur efficace du signal par fenêtre d'un sixième de seconde glissante par pas de 1. Donc là aussi, on prend un seuil adaptatif par fenêtre glissante et puis on regarde les pauses, c'est-à-dire toutes les parties de signal qui se situent en dessous, plus les minimums locaux pour essayer de vraiment tout capturer. De toutes ces pauses, eh bien, finalement, on va les regrouper, on va les fusionner si l'intervalle de temps est trop petit. Et puis pour classer, eh bien, vous voyez ici sur un exemple, si le temps TP2 est supérieur à TP1, eh bien, on va le classer comme une expiration, sinon ça sera une inspiration. Donc tout ça, ça marche bien sur l'exemple montré. Évidemment, dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Donc ici, vous voyez un problème sur les phases 1, 2 et 5, 6, 3, 4 ayant été au départ bien classées. Effectivement, 1 et 2 ont été vus comme expi et 5 et 6 comme inspi. Donc, en fait, ce sont toutes ces phases-là, toutes les non-cohérences inspi-expi et inspi-expi qu'on a classées comme phases incertaines. Et puis, quand il y avait des îlots entre deux phases, deux groupements de phases incertaines, on les a aussi mises en phase incertaine pour faire tout un lot. Donc, on espère que le classifieur Random Forest puisse corriger et classer ces phases incertaines. Donc, un classifieur Random Forest est un algorithme, est une méthode ensembliste, un algorithme de machine learning composé de plusieurs arbres de décision indépendants avec un tirage aléatoire des observations et un tirage aléatoire des caractéristiques. Donc, le résultat de la classification est la classe majoritaire des N prédictions. Et en fait, le fait d'utiliser plusieurs arbres, tous distincts les uns des autres, permet d'éviter le surapprentissage et de réduire la variance de l'estimation. Donc, ce classifieur Random Forest, il est réalisé pour chaque patient à partir des données précédemment étiquetées, phase inspi, expi, qui fournit le jeu d'entraînement. Donc, en fonction, sur les 14 patients qui ont été utilisés, j'avais 65 à 90% des données suivant les patients. Donc, il est nécessaire de construire des caractéristiques pour chacune des phases. Donc, elles reposent en général sur les calculs d'énergie, de puissance, des critères de forme, de durée de chaque phase, mais aussi des pauses suivantes, des pauses précédentes, des phases suivantes et précédentes. Ensuite, au niveau des résultats, 14 patients ont été sélectionnés, 50 heures d'enregistrement, soit plus de 80 000 phases, soit 42 cycles respiratoires.
La référence des pauses et phases respiratoires a été construite à partir du débit nasal ou des sangles abdominales. Alors, pour pouvoir comparer, on complète les pauses, on complète toute la phase expi et ou inspi. Et puis, on ne peut pas valider si on n'a pas recouvert à plus de 80% la référence. Le taux d'accord des pauses, le résultat a été donné de 96%. Alors, les 14 patients ont été répartis en fonction de l'index de ronflement. Comme l'index d'apnée-hypopnée, l'index de ronflement, c'est le nombre moyen de ronflements par heure de sommeil. Donc, plus de 97% des phases bien classées pour les 3 premiers groupes. Le 4e groupe est un peu plus bas avec plus de 95% de phases bien classées. En effet, l'index de ronflement est compris pour le groupe 4 entre 556 et 680. Donc, si on prend 600, cela fait 60 ronflements à la minute. Les phases non classées oscillent entre 2,6 et 3,3% pour le groupe 4. Si on regarde de façon plus approfondie la différence entre les résultats inspi et expi, on les distingue en utilisant l'index de précision, c'est-à-dire le nombre d'éléments correctement attribués à la classe I divisé par le nombre d'éléments attribués à cette même classe. Donc on s'aperçoit que l'index de précision et des expirations est plus élevé pour les groupes 1 et 2 par rapport aux groupes 3 et 4. Alors ça peut provenir, si on montre un exemple, pour le groupe 3, la plus faible précision des expirations provient d'inspirations longues qui ont été coupées et dont l'erreur ici, voilà, ici l'erreur, ça aurait dû être classé en inspi. Et ici, le découpage n'était pas évident. Il y a quand même une baisse de flux nasal. Donc, pour résumer, nous avons caractérisé les pauses par traitement de signal, puis que l'on PT donc fait une première classification et la deuxième classification pour les phases incertaines par l'algorithme Random Forest. Donc sur les 14 patients, on a le résultat compris entre 94,1 et 99,1 avec une valeur médiane de 96,2 de phases correctement étiquetées. Donc ces travaux ont été valorisés par un article en cours de révision soumis au journal Applied Acoustic et puis la demande d'un brevet. Donc, troisième partie encore indépendante, nous allons cette fois-ci essayer de caractériser les voies aériennes supérieures. Donc, il s'agit d'étudier les relations entre l'énergie acoustique et l'énergie mécanique, dont les grandeurs physiques sont le débit et la pression au cours de la respiration. Donc l'énergie sonore, comme la chaleur, est une image de la perte de l'énergie mécanique dépensée pour inspirer ou expirer. Donc plus l'énergie mécanique est importante, plus l'énergie acoustique sera importante. Donc si on suppose que le volume inspiré est égal au volume expiré, la variation EI sur E, donc EI énergie sonore à l'inspiration divisée par l'énergie sonore à l'expiration, représente la variation de la résistance entre l'inspiration et l'expiration. C'est ce que nous allons chercher à montrer expérimentalement. Donc, le contexte clinique, on se situe dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il peut être léger ou sévère, c'est-à-dire avec des VAS rigides peu ou moyennement compliantes jusqu'aux VAS souples très collabables. Donc, pour mesurer l'effort respiratoire, l'idéal est de mesurer la pression œsophagienne, mais devant l'inconfort de cette mesure, cet examen n'est heureusement plus réalisé en routine. C'est pourquoi d'autres méthodes moins invasives sont recherchées, comme l'utilisation des sons trachéaux. Donc, sur l'image en bas à gauche, c'est un cas particulier du SAS qui était appelé syndrome d'augmentation des résistances. Donc l'IH est faible, il est inférieur à 5. Il n'y a pas de diminution significative de débit, mais il y a une augmentation de l'effort respiratoire que l'on voit par l'accroissement de delta P. Donc en général, ces événements provoquent des micro-éveils et donc finalement les symptômes vont être identiques ou ressembler à ceux d'un syndrome d'apnée du sommeil à IH élevé. Les patients peuvent être relativement jeunes et non ronfleurs. L'image en bas à droite montre
un exemple de reconstruction tridimensionnelle des VAS. Donc, on voit que chez un apnéique, dans ce cas-là, le conduit est plus étroit au niveau du vélopharynx comparé à celui d'un sujet sain. Donc, deux modèles de VAS ont été réalisés afin de simuler des VAS à parois rigides et VAS à parois souples. Les VAS rigides ont été réalisés en stéréolithographie. Plusieurs tubes ont été réalisés avec des rétrécissements de diamètre différents, également avec des marches simulant des obstacles ou des défauts anatomiques. Donc, les VAS souples sont au contraire constitués d'un tube élastique monté entre deux embouts rigides. Ce modèle est encore appelé résistance de Starling. Voilà, donc ces VAS sont montés dans une maquette avec équipés des capteurs utilisés par Sidelec. Donc le débitmètre, ici, donc cette partie-là va simuler finalement le nez. Donc ici, on aura les VAS avec soit un tube rigide, soit un tube souple. Les mesures de pression, ici la trachée reliée à la pompe qui, par l'action de la pompe, va simuler le poumon, expiration ou inspiration. Donc les ordres de grandeur sont cohérents avec les données cliniques. P1 ici étant faible, on va considérer que delta P est égal à moins P2. Donc voici les mesures relevées pour la pression et pour les VAS rigides. Donc les mesures relevées pour la pression et le débit sont des grandeurs instantanées enregistrées lors de 5 à 6 allers-retours de la pompe, de fréquence d'échantillonnage 16 Hz. Le calcul de l'intensité sonore, comme précédemment, c'est le 20 log de la valeur efficace. Donc on s'aperçoit, si on regarde le schéma, le premier graphe, intensité sonore en fonction du débit. IS augmente en même temps que le débit, mais à débit constant, vous avez une augmentation aussi significative pour un diamètre des VAS qui va diminuer. Si on regarde au niveau de la pression en fonction du débit, moins P2 ou delta P pour un même débit croît fortement quand la section diminue, d'où une résistance beaucoup plus forte aux VAS de petite section. Donc les courbes ont un aspect parabolique conforme à la littérature. Elles sont également symétriques, ce qui ne sera pas le cas pour les VAS non symétriques. Si on regarde au niveau instantané, donc pour une section de 2 mm. Donc, je vais vous faire écouter ici, donc, dans une VAS rigide, c'est comme de l'air dans un tube à parois rigides, ce ne sont pas des ronflements. Donc, vous allez écouter. Alors, c'est... Donc, la pression négative à l'inspiration a pour valeur minimale moins 50 et plus 50 à l'expiration. Si on regarde en fonction du volume, donc en intégrant le débit, vous allez avoir le volume et puis on peut calculer par phase l'énergie acoustique. Donc on a grosso modo, suivant finalement des allers-retours pas tout à fait reproductibles, puisqu'ils sont manuels, eh bien, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur, parce que si on prend une section, cette fois-ci, de 7 mm, eh bien, toutes les valeurs sont divisées par 1000 pour l'énergie acoustique. Voilà. Maintenant, passons au VAS souple. Donc, j'ai fait écouter tout à l'heure à certains, mais on va réécouter ici. Donc, cette fois-ci, on peut régler la pression extérieure pour avoir des ronflements. Donc cette fois-ci, ce sont toujours les mêmes capteurs, mais les systèmes d'acquisition ont un peu changé, a été modifié pour avoir des fréquences d'échantillonnage plus élevées. Donc un enregistreur zoom à la fréquence de 44,1 kHz et puis les débits et pressions qui ont été enregistrés avec une carte nationale d'instruments à la fréquence de 1000 Hz. Donc lors du ronflement, la dépression inspiratoire est importante. Vous le voyez ici, et on observe une limitation de débit. Donc, évidemment, l'énergie acoustique ici inspiratoire est infiniment plus grande que l'énergie expiratoire.
Si on regarde maintenant un peu les spectres pour différentes valeurs de la dépression inspiratoire, donc pour un ronflement qu'on a entendu précédemment à moins 40 cm d'eau, eh bien on observe un spectre régulier, ici de fréquence à peu près fondamentale 140 Hertz. Par contre, pour une pression, cette fois-ci un effort plus important, en étant proche du collapsus. Alors pour faire cet effet-là, il suffit d'augmenter la pression à l'extérieur du tube. Donc on a cette fois-ci une diminution de l'intensité sonore. On va avoir ce qu'on appelle une force de succion, donc un déplacement du spectre vers le haut et un étalement, disparition ici des harmoniques. Alors, si on compare avec un cas clinique, donc vous voyez ce qui est entouré en rouge, c'est une pause inspiratoire, enfin, c'est une inspiration avec une petite pause au cours de l'inspiration, sans doute liée à un bref collapsus. On le voit au niveau du flux nasal et un peu des sangles. Donc, je vais vous faire écouter, donc ça va être bref. Donc là encore, hein, ça nous fera des erreurs, des erreurs. Ça ne sera pas des erreurs, mais c'est un découpage. On a 2 inspi à la suite. Voilà. Donc, si on regarde son spectre, là, c'est pris au milieu de ronflement, spectre régulier. Alors lui, par rapport à la machine, la fréquence est plus basse, 70 Hz au niveau fondamental. Mais ici, juste avant la pause, eh bien, on retrouve ce déplacement de spectre avec cet étalement. Donc, effectivement, pour confirmer ces travaux, il nous manque vraiment la mesure de l'effort, c'est-à-dire il nous manque la mesure de la pression œsophagienne. Donc, pour conclure ce paragraphe, l'intensité sonore croît avec le débit, de même que l'énergie acoustique avec le volume. L'effort respiratoire et l'intensité sonore augmentent de manière significative quand le diamètre des VAS diminue pour un même débit. Pour les VAS souples, en l'absence de ronflement, le comportement est proche de celui des VAS rigides. Je ne vous l'ai pas fait écouter, mais là, on pourra essayer. En présence de ronflement inspiratoire, on observe une limitation de débit, une augmentation des efforts. Donc le rapport EI sur E est très élevé, mais peut se trouver en défaut lors d'efforts trop importants. D'ailleurs, pendant l'apnée, ça ne marche plus. Donc les indicateurs fréquentiels sont aussi à explorer. Donc nous sommes en attente d'une validation clinique pour la corrélation entre la résistance des VAS et le rapport des énergies. Juste avant, ce travail va être valorisé par une présentation la semaine prochaine au congrès d'acoustique de Marseille. Donc, en conclusion générale, ces travaux ont permis une meilleure connaissance des sons bruts, une exploitation de leur potentiel en vue du dépistage des troubles respiratoires du sommeil sans les autres capteurs. Plusieurs algorithmes ont été réalisés, celui d'estimation de la fréquence cardiaque dans des signaux fortement bruités. Donc, marqueur de micro-éveil par exemple, un algorithme de détermination des pauses permettant de détecter les apnées, un algorithme de détermination des phases inspi-expi permettant de connaître la fréquence respiratoire, l'énergie par phase et d'en déduire les ronflements. Donc, l'étude expérimentale a permis de mettre en évidence la relation entre les énergies acoustiques et l'augmentation des résistances des VAS, évidemment dans l'attente de la validation clinique. Pour les perspectives, il conviendra d'adapter des algorithmes au nouveau dispositif en cours de développement à Sidelec, celui-ci étant équipé d'un microphone numérique. Il reste à identifier et caractériser les hypopnées et leur caractère obstructif ou central. Et puis d'autres travaux sur la maquette sont possibles, comme la reproduction des bruits d'ouverture-fermeture, la recherche de nouveaux descripteurs acoustiques caractérisant les différentes situations d'obstruction. Une autre perspective est la recherche du site d'obstruction classé suivant le système VOT, par exemple. Il peut y avoir un ou plusieurs sites d'obstruction et ce n'est pas nécessairement la cause de l'apnée. Puis une autre perspective, l'adaptation temps réel en vue d'un suivi thérapeutique, par exemple. Alors, une base de données répertoriant tous les événements de tous les dossiers avait été initiée. Alors, dans tous les événements, on y retrouve les micro-éveils, les hypopnées, les apnées, les ronflements,
les désaturations, etc. Donc, il serait intéressant de poursuivre ce travail pour trouver de nouveaux descripteurs afin d'améliorer le diagnostic et l'orientation thérapeutique. Et enfin, est-ce qu'on peut imaginer un dispositif qui, à partir des sons, prédira l'apnée? Voilà, je vous remercie de votre attention.